Bonjour et bienvenue sur Plume à Papote. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo papote lecture entièrement dédiée au challenge Mars au féminin. Qu'est-ce que c'est Mars au féminin? C'est un challenge littéraire qui a été lancé par Flow & Books, qui a une chaîne YouTube mais aussi un compte Instagram assez actif et qui nous proposait en fait pendant tout le mois de mars de privilégier des auteurs féminins, des autrices, plutôt que des auteurs masculins. Alors il y avait toute une série de paliers, de thématiques qu'on pouvait respecter. Personnellement, je ne m'en suis absolument pas préoccupée. J'ai mis en évidence dans ma pile à lire tout simplement tous les livres qui avaient été écrits par des autrices et j'ai été piocher dans ces livres-là en priorité. On va commencer tout de suite la vidéo parce qu'il y a pas mal de livres lus pour ce mois de mars. Je reviens tout d'abord très rapidement sur Calendar Girl parce que ça a été écrit par une auteure féminin. J'ai lu les 4 premiers livres, oui voilà ça j'ai lu les 4 premiers livres, je n'ai pas poursuivi cette saga et si vous voulez avoir mon avis complet, totalement détaillé, je vous invite à aller voir mon dernier vlog lecture que je mettrai ici en petit i ou en tout cas dans la barre d'infos parce que en fait ce livre, enfin cette lecture a été tout bonnement une torture pour moi. J'ai absolument rien aimé dans ce bouquin, je pense. Je peux rien en dire de vraiment positif. J'ai pas aimé l'histoire, j'ai pas aimé les personnages, j'ai pas aimé les clichés qui étaient véhiculés dans ces livres et pourtant j'ai essayé de me faire une opinion la plus objective possible en continuant à lire envers et contre tout les 4 premiers tomes. Bref, voilà, si vous voulez me voir dans un vlog un petit peu lever les yeux au ciel à tout bout de champ, c'est dans le vlog lecture qui est là. J'ai commencé mon mois de mars avec ce livre de Doris Lessing, Alfred et Emily, qui est un livre en fait vachement sympa. Je tiens à vous le dire, je vous le conseille fortement. En fait, l'auteur Doris Lessing, qui est quand même assez connue, réinvente l'histoire de ses parents et elle trouve en fait que le couple de ses parents n'a jamais été très équilibré et donc elle leur invente une nouvelle histoire, une nouvelle famille et une autre destinée. Ça c'est la première partie du livre qui est donc très romancée et que j'ai fortement appréciée personnellement. Tout simplement parce qu'on se retrouve dans une Angleterre et dans un monde qui n'existe plus. Début 20e, début 20e siècle si je ne me trompe pas. C'est une autre époque. C'est donc un livre assez nostalgique je trouve. Ensuite il y a une deuxième partie où Doris Lessing nous donne énormément d'explications sur ses choix, sur la vie de ses parents et là c'est plus du tout romancé. Cette deuxième partie personnellement m'a beaucoup moins plu, mais la première partie qui est plutôt une nouvelle, parce que c'était pas très long, hein, ça fait quelques pages au format poche, m'a vraiment beaucoup plu et je peux que vous recommander ce livre. Je suis ensuite passée à la lecture de la balade de Lilaka de Blandine Lecaillet, je sais pas comment ça se prononce, désolée. Dans ce livre, en fait, on va suivre donc une petite fille, Lilaka, qui se retrouve dans un centre suite à la déchéance de droits parentaux de sa maman. Et on va la suivre en fait dans toute une espèce de rééducation à la société, étant donné que sa maman lui a fait apparemment des choses horribles. Dans un premier temps, en fait, le récit, on se dit oui, on est face à un récit de l'enfant du placard, sauf qu'on est dans une société totalement différente de la nôtre, quoique pas si différente que ça, dans un futur plus ou moins proche. On est une centaine d'années plus tard, mais la technologie n'a pas beaucoup évolué. Et on se retrouve en fait dans une société totalement totalitaire et dictatoriale. Tout le monde est surveillé, Big Brother veille sur vous, vous ne pouvez pas dire, vous ne pouvez pas penser ce que vous voulez. Tout doit être vraiment bien séquencé dans vos journées, etc. Et votre choix de vie est également extrêmement suivi. Donc dans cette société très dirigée, très secrète finalement, Lila va essayer de trouver ce qui lui est arrivé et partir à la recherche de sa maman qu'elle n'a jamais pu oublier. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre? Au début, ça m'a semblé extrêmement intéressant. L'écriture était très fluide, ça se lit rapidement, c'est vraiment sympa. Mais j'ai eu beaucoup de mal à m'attacher à Lila, qui est un personnage qui finalement, même si c'est elle qu'on suit et qui est la narratrice de ce roman, c'est un personnage qui est finalement assez peu attachant, j'ai trouvé. Et je ne sais pas pointer du doigt pourquoi je ne me suis pas beaucoup attachée à elle, malheureusement. Ensuite, par rapport à cette société, donc on est vraiment dans une espèce de dystopie futuriste.
J'ai pas trop compris l'intérêt dans cet ouvrage, dans cette histoire. J'ai eu l'impression que l'auteur en fait voulait nous faire une histoire d'enfant du placard, et pour rendre ça plus intéressant, il collait un univers dystopique. Et pour ça, moi, ça ne m'a pas beaucoup parlé, très honnêtement. Voilà, les thèmes qui sont abordés auraient pu être intéressants, mais étant donné que je ne comprenais pas d'où tombait cet univers, on n'a aucune réponse sur comment la société en est arrivée comme ça, pourquoi est-ce que c'est comme ça, pourquoi est-ce que Paris est coupé du reste du monde, pourquoi est-ce que la majorité des gens acceptent d'être ainsi surveillés par leur gouvernement. On n'en sait rien. Qu'est-ce qui a pu amener à ça? On n'en sait pas grand-chose, même à la fin du livre. Et voilà. Donc c'est pas vraiment une réussite pour moi. Même si je peux comprendre pourquoi ce livre a autant plu et pourquoi il a reçu autant de prix. Je pense que c'est une bonne lecture en effet pour des jeunes. Mais pour moi, voilà, ça reste un petit peu trop... c'est un peu trop survolé. C'est pas assez approfondi selon moi. J'avais trouvé ce livre dans la boîte à livres 21 rue La Béotie de Anne Sinclair. Je ne savais absolument pas qui était Anne Sinclair, j'avais juste lu le résumé et vu qu'ici l'auteur partait à la recherche de ses grands-parents, enfin de ce qui s'était passé pour eux pendant la Seconde Guerre mondiale étant donné qu'ils étaient juifs. Je m'étais dit que c'était un livre assez intéressant, également pour le travail de mémoire et ainsi de suite. Je suis désolée de le dire, mais j'ai absolument détesté ce livre. Et d'ailleurs, il m'a fait extrêmement ralentir mon mois de mars au féminin. J'ai cru que j'allais m'arrêter avec celui-là. Donc après seulement 3 lectures, tellement j'ai mis un temps long, mais long pour le finir. J'ai mis plus d'1 semaine à le lire alors qu'il s'agit d'un tout petit livre de poche avec des photos et des illustrations dedans. Ce qui pour moi peut franchement être avalé en 2 voire 3 soirées si vraiment je prends bien mon temps. Alors, pourquoi est-ce que ce livre ne m'a pas plu? Tout simplement la façon dont il est écrit. On n'a pas un recueil, on n'a pas une histoire romancée en fait de ce qui est arrivé à la famille d'Anne Sinclair pendant la guerre. On parle d'une anecdote qu'elle vit, qui est absolument dramatique, et au départ cette anecdote dans le prologue, moi m'avait fortement interpellée. Puisqu'elle va faire renouveler son passeport et étant donné que, soi-disant, selon l'administration française, il n'y a pas assez de preuves qu'elle est française, on lui demande est-ce que vos 4 grands-parents étaient bien français, et ça touche quelque chose chez elle, ce que je peux totalement comprendre, puisque c'est un petit peu comme ça que ça a commencé, la Shoah et le traitement en tout cas des Juifs en France lors de la Seconde Guerre mondiale. À partir de là, donc, elle va commencer à se renseigner sur sa famille et à faire un espèce de pèlerinage dans les endroits où ils ont vécu pendant la Seconde Guerre mondiale. Sauf que ce pèlerinage, pour moi, n'est absolument pas intéressant. Elle mêle à la fois son ressenti quand elle arrive sur les lieux, ses souvenirs avec certains lieux où elle a vécu et où elle avait déjà été, et ce qui s'est passé pour ses grands-parents. J'ai trouvé un ouvrage assez décousu, c'est un récit assez décousu, c'est pas dans l'ordre chronologique, donc ça mène déjà à pas mal d'incohérences ou en tout cas d'incompréhensibilité pour le lecteur. Deuxième chose qui fait que j'ai pas du tout aimé, c'est le ton de l'auteur et j'ai l'impression son caractère. J'ai absolument détesté cette autrice. Voilà, par rapport à ce qu'elle laissait paraître d'elle dans ce récit. J'étais là, mais what? C'est vraiment pas une femme que j'ai envie de rencontrer malheureusement. Je me permets de juger sur une lecture, une seule, alors que je ne connais pas du tout Anne Sinclair. Mais elle passe son temps dans tous les chapitres de ce livre à faire du name dropping, donc à balancer des noms d'artistes, de grands artistes, puisque son grand-père, Paul Rosenberg, était gérant d'une... comment ça s'appelle, d'une galerie d'art, voilà, et qu'il a été en contact avec énormément de grands noms de l'art français. Donc ok, ça oui, mais quel est l'intérêt de nous dire que Paul Rosenberg a été très ami avec Picasso, sinon le fait de vouloir se faire mousser et montrer qu'elle avait des relations, et que même Picasso a voulu en fait faire son portrait, mais qu'elle a refusé, jeune fille adolescente de 14 ans, pas à l'aise avec son corps et qui donc s'est enfuie à toute vitesse. Là tu dis bah ça n'a aucun intérêt pour l'histoire et pour les événements qui sont relatés par rapport à la guerre, etc. Et voilà, donc elle nous balance énormément de noms, elle nous balance sa culture, elle étale sa culture d'une force extrême. Et en fait, si vous n'avez aucune connaissance sur l'art ou des connaissances très minimes, comme c'est mon cas,
eh bien vous êtes tout de suite perdu et vous vous sentez nul en fait à la lecture de ce livre parce que c'est pas à l'expliquer. Voilà. J'ai trouvé en fait donc c'était le récit d'une femme très bourgeoise qui ne se mettait pas au niveau de ses lecteurs et qui faisait pas beaucoup d'efforts. Alors c'est vrai que le lecteur doit faire un effort pour arriver au niveau de l'auteur, il y a tout un travail d'imagination avec la lecture, etc. Mais ici, voilà, ça n'a pas marché sur moi, j'ai trouvé ça assez détestable comme style d'écriture malheureusement. Et j'ai pas du tout aimé. Voilà. Donc ici, dans le résumé, on me disait l'avis de Nathalie Dupuis derrière, donc une journaliste chez Elle, nous dit entre anecdotes et nostalgie, l'histoire familiale marquée par l'art et la guerre. C'est ça et en même temps, c'est pas ça. On sait finalement pas trop où elle veut en venir, quoi. C'est juste des espèces de vignettes sur sa famille. Et oui, si vous êtes très très intéressé par l'art, pourquoi pas. Maintenant, quel est l'intérêt de s'intéresser à un vendeur de toiles alors que vous pouvez vous intéresser aux artistes en eux-mêmes? Voilà, la question est posée. J'ai pas la réponse. Alors pour continuer après ce livre-là, j'ai décidé de reprendre Ainsi soit-elle de Benoît de Groot que j'avais commencé l'année dernière, que j'avais pas terminé. J'ai repris donc en plein milieu, je pense que j'avais lu un quart ou un bon tiers de cet essai de Benoît de Groot et donc je l'ai fini et finalement je l'ai fini assez vite alors que j'avais trouvé la lecture assez pénible la première fois où je l'avais pris. Donc ça c'était la bonne nouvelle de ce mois de mars. Donc j'ai fini cet essai, c'est un essai donc vraiment sur la condition de la femme et sur la place de la femme dans nos sociétés. Alors ceci a été publié je pense en 1975, ah non, troisième trimestre, ici c'est celui, version poche en 1979. Je pense que le livre a été écrit en 1975 parce que tous les exemples qu'elle prend ne vont pas au-delà de 1974. Alors c'est un petit peu glaçant en effet de voir que certaines choses n'ont pas changé ou très très peu changé en 2020. On est quasiment, combien d'années après? 40 années plus tard. Et il y a encore des choses là-dedans qui sont dénoncées et qui doivent encore être dénoncées aujourd'hui parce qu'on a fait peu de progrès finalement par rapport à ça. Même si on a cette impression que oui ça va mieux, qu'après MeToo, que après Balance ton porc, il y a beaucoup de choses qui ont changé, et ben tu lis cet essai et tu dis finalement il y a encore du boulot quoi. Voilà. Si vous voulez un avis plus complet sur cet essai, parce que moi je suis pas une spécialiste vraiment de Benoît de Groot, je la connais pas, enfin voilà, c'était le premier livre de cet auteur que je lisais. Je vous conseille d'aller voir la vidéo d'Opaline, donc des carnets d'Opaline, où elle faisait vraiment un bilan complet de sa lecture et elle le faisait très très bien et j'étais assez d'accord avec ce qu'elle disait en fait, où cet essai de Benoît de Groot finalement n'est pas assez universel et s'intéresse vraiment à la femme française, mais quid de la femme française croyante, qu'elle soit musulmane, catholique, etc. Voilà, ici Benoît de Groot elle s'en prend quand même pas mal aux institutions, à l'église, etc., etc. Elle nous montre un peu tout. Je pense qu'on arrive dans une phase du féminisme où on se dit c'est vraiment c'est donner le choix à chaque femme, l'opportunité à chaque femme de s'accomplir de la façon dont elle a envie. C'est d'être femme au foyer, ok, c'est son choix. Ce qui ici pour Benoît de Groot n'est pas possible parce qu'elle est en plein dans cette résistance en fait à ça et à ce changement de paradigme, de dire que non, la femme peut faire autre chose. Donc voilà, c'est un essai qui commence à dater un petit peu, mais d'un autre côté, il y a des choses qu'elle dénonce et qui doivent encore être dénoncées aujourd'hui. Comme j'avais lu des livres, enfin j'avais fait des lectures pas très très rapides pour mes 3 dernières lectures, j'ai décidé de prendre Sauver sa peau de Lisa Garner. Donc c'est un thriller et que j'ai lu très très vite, je pense que je l'ai lu en une journée et demie. Ça va extrêmement vite. J'ai pas trop envie de vous en dire parce qu'un thriller, je pense qu'il faut se plonger dedans sans trop en savoir, mais sachez juste qu'on va suivre donc une jeune femme, on ne sait pas trop son nom, Sally, Cindy, Lucille, elle change de nom à chaque fois parce que sa famille déménage environ tous les 18 mois. Et elle ne sait pas pourquoi sa famille déménage, mais son père lui apprend plein de techniques d'autodéfense, de sécurité, à se battre, à se défendre, etc. Et donc elle sait qu'elle est en danger, mais elle ne sait pas pourquoi. Parallèlement à ça, des enquêteurs vont trouver une fosse avec le corps de 6 fillettes dans cette fosse et donc l'enquête va commencer. Voilà, je ne vais pas aller beaucoup plus loin puisqu'en plus la vidéo est assez longue et que j'ai encore 2 autres livres à vous présenter. Mais voilà, bon thriller, moi j'ai assez bien apprécié, c'est une petite lecture pas facile parce que quand même on traite de choses, de scènes de crime un petit peu horribles.
Mais j'ai envie de te dire qu'après Maxime Chatham, ici, les descriptions ne m'ont absolument pas effrayée. Voilà, ça a fait son job, mais sans plus. Avant de lire le thriller, j'avais lu ce livre de Robin Hobb, donc Le Fou et l'Assassin. C'est l'intégrale qui reprend 2 tomes. Donc c'est le même style d'édition que l'édition anglaise, je pense. Et alors dans ce tome, donc on a... Ils avaient dit, non? Voilà, Le Fou et l'Assassin et La Fille de l'Assassin. C'est les 2 tomes présents dans cette intégrale. Que vous dire? Donc je ne vais pas trop vous parler de ce livre-là parce qu'en fait c'est la suite d'une saga totalement épique, un peu à la Game of Thrones de Robin Hobb, donc l'Assassin Royal. Dans l'Assassin Royal, on suivait Fitz, un bâtard du prince héritier, chevalerie, qui se retrouve à Castelserre, donc dans une forteresse un petit peu moyenâgeuse comme ça, à être éduqué par, finalement pas sa famille, mais l'homme loyal de son père, on va dire ça comme ça, et il va se retrouver plongé dans les intrigues, comment en effet trouver sa place à la cour du roi alors qu'on est le bâtard du fils du roi. Bref, on est là-dedans, il y a plein d'intrigues, c'est absolument génial comme œuvre, c'est très long, mais vous avez le temps un petit peu de vous plonger là-dedans. Et ici on retrouve Fitz en fait, mais vraiment des années plus tard, mais bien 20 ans après tous les événements qu'on suit dans l'Assassin Royal. Il a pris une nouvelle identité, il est avec sa femme, etc. Et on le découvre en fait dans une existence beaucoup plus paisible, sauf que forcément ça va foirer énormément. J'ai adoré retrouver ce personnage, j'ai adoré retrouver la plume de Robin Hobb. J'ai lu ce livre après Calendar Girl, je pense, juste après, j'aurais dû vous en parler avant. Et ça m'a fait un bien fou de retrouver la plume de Robin Hobb, parce que même si je l'ai lu en traduite, c'est une autrice qui fouille extrêmement bien, voilà, qui a un style qui n'est pas abordable pour tout le monde, ça il faut le dire tout de suite. Il y a plein de mots, en lisant ce livre, j'étais là, je dis, bah, je connais pas ce mot-là, tiens, je connais pas ce mot-là. C'est arrivé quand même à quelques reprises sur tout le livre, sur tout le bouquin. Et ça m'a fait un bien fou après Calendar Girl, je dois vous avouer. Voilà, on a du subjonctif là-dedans passé, mais d'une force, tu te dis, ok. Je pense que c'est la première fois que je vois ça, mais bon. Voilà, c'est une grande saga, c'est une grande épopée. Si vous aimez Game of Thrones, il faut absolument vous plonger dans les Robin Hobb, vous allez adorer également. C'est un peu plus facile à suivre que Game of Thrones, très honnêtement. Et Fitz, c'est un personnage absolument génial. Donc j'ai retrouvé cette autrice avec grand plaisir. C'était vraiment comme retrouver un vieil ami en fait. Et ça m'a fait le plus grand bien. Et c'est un livre que j'ai apprécié, que j'ai dégusté comme un petit ballotin de praline. Parce que je pensais le lire très vite et le dévorer tellement j'aimais ça. Et finalement j'ai pris mon temps et ça m'a fait du bien. Ensuite dans ma bibliothèque j'avais ce livre de Martha Hall Kelly, donc le Liliane de Refleurie, après un hiver rigoureux que ma maman m'a prêté. Je pense que je ne vous l'avais pas montré dans mes vidéos pâles parce qu'elle me l'a prêté après que j'ai tourné les vidéos. Ça a été l'occasion donc de le sortir maintenant et ce livre correspondait tout à fait à Mars au féminin. Ça a été mon avant-dernière lecture, je pense, de Mars au féminin. Et je peux que vous recommander ce livre il est important de le lire en fait, tout simplement. Ici en fait vous allez suivre 3 femmes à partir de 1939, donc la déclaration de la guerre entre l'Allemagne nazie et la Pologne. Vous allez suivre d'un côté donc Kasia, qui elle est polonaise et vit dans une petite ville de Pologne qui va être envahie. Vous allez suivre Caroline, une américaine à moitié française si je me souviens bien, qui elle va essayer d'aider le plus possible la population à distance, faire de son mieux alors qu'elle est aux États-Unis, et donc elle va aider pas mal d'immigrés, pas mal de Français et ainsi de suite. Et vous allez suivre une 3e personne, Herta, c'est quoi son nom de famille? Herta Holnsch, non je sais plus comment elle s'appelle, je sais plus du tout son nom de famille, et donc je vais essayer de ne pas l'écorcher. Et en fait, ces 3 femmes vont avoir un rendez-vous, en fait, rendez-vous au camp pour les femmes, un camp de redressement pour les femmes, soi-disant, mais on sait bien que c'était un camp de la mort, hein, donc à Ravensbrück. Kasia va en fait résister comme elle le peut et aider son pays comme elle le peut en restant patriote le plus longtemps possible. Et malheureusement, à cause de ses actions, toute sa famille, toutes les femmes de sa famille vont se retrouver à Ravensbrück, où elles vont rencontrer le docteur Herta. Il y a un personnage qui m'a extrêmement bouleversée parce que même si on est dans un récit romancé,
On suit en fait une jeune fille qui a ses propres blessures, qui a sa propre envie, sa propre ambition, mais qui malheureusement a été totalement manipulée par le système nazi et croit totalement en ses valeurs du nazisme, et donc ça va l'amener à faire des actes absolument horribles et innommables à Ravensbrück. Il faut savoir donc que quand je me suis rendu compte que le livre était basé sur des événements réels et non fictionnels, même si on est dans une fiction et que tout est romancé, j'ai été tout de suite vérifier qui était Hertal, ce personnage, et là on est horrifié. C'est en fait la seule femme médecin qui a été jugée au procès de Nuremberg. Donc je savais comment ça allait se finir pour elle, je savais plus ou moins ce qui allait se passer, mais bref, on est absolument horrifié de ce qui se passe. Et Kasia va se retrouver en fait victime de ces expérimentations dans le camp. Voilà, c'est quelque chose qui n'est, je pense, pas assez mis en avant dans le devoir de mémoire, dans le travail qu'on fait sur la Seconde Guerre mondiale. On parle de plein de projets, etc. Mais finalement, tout ce que l'Allemagne nazie avait mis en place pour son projet arien, donc avec le projet par exemple Lebensborn, ici c'est un petit peu ébauché, on en sait un peu plus là-dedans, c'est pas caché. Voilà, c'est un roman qui m'a beaucoup touchée, que j'ai très vite lu, parce que je voulais savoir, je voulais voir comment Kasia allait pouvoir se reconstruire, comment Caroline allait pouvoir l'aider, et ainsi de suite. C'est un très beau roman, franchement je comprends pas qu'on n'en ait pas parlé plus, je n'en avais jamais entendu parler, et si maman ne me l'avait pas prêté, bah, j'aurais pas découvert ce roman, qui n'est pas facile à lire, je le répète, c'est quand même des événements vraiment dramatiques, des récits de vie vraiment très compliqués. On voit l'écueil arriver pour Herta, et il n'y a rien qui peut nous empêcher, enfin il n'y a rien qui peut l'empêcher, donc voilà, c'est vraiment, moi j'ai eu l'estomac retourné et contracté à la lecture de certains passages, mais je pense que c'est important voilà, de faire ce travail de mémoire, de transmettre ce qui s'est passé, etc. Et celui-là je vous le recommande énormément, donc si la Seconde Guerre mondiale est une période qui vous intéresse, allez-y, foncez l'acheter et lisez-le. Et enfin, je vous parle d'un dernier livre que j'ai lu hier, parce que Mars au féminin, on parle d'autrice. J'ai continué la saga Les Chevaliers de la Dague Noire, qui est écrit par J.R. Ward. On en est au tome, je pense qu'elle a sorti 17 tomes pour cette saga Bitlit, on n'en peut plus. Je continue à les lire, mais je me dis, mais quand est-ce que ça se termine, quoi? Parce que finalement, l'enjeu politique qui est derrière, de savoir, tiens, est-ce que les vampires vont survivre ou quoi, je t'ai envie de te le dire, je l'ai totalement abandonné maintenant. Même si l'auteur a essayé de se bonifier, de se réinventer et de rajouter plein de nouvelles intrigues depuis quelques tomes, je suis là, je me dis, c'est juste pour passer le temps, quoi. Voilà, c'est une petite, voilà, une saga que je continue à lire, à découvrir. Je la finis pas, c'est franchement pas un drame, mais de temps en temps, quand j'ai envie de lire un truc ultra rapide, vraiment pour me changer les idées et ne pas me prendre la tête, c'est vers cet auteur que je me tourne, en tout cas vers cette saga. Et forcément on est au tome, je pense que j'ai lu le tome 16, il y en a 17 maintenant, et il y a même une saga spin-off qui est sortie de ça. Je pense qu'il y a 3 tomes publiés d'ailleurs pour cette saga-là. Donc je peux pas vous faire le résumé du tome que j'ai lu, mais voilà, sachez qu'en fait qu'on est dans un univers, ça se passe aux États-Unis, dans l'État de New York, dans la ville de Caldwell. J'ai pas été vérifier si elle existait ou pas d'ailleurs cette ville, ou si elle est totalement inventée par l'auteur. Et dans ce monde en fait, les vampires existent, mais pas les vampires comme comme on pense qu'ils sont, va des rétro-satanas quoi, avec tu penses que ta croix d'argent va fonctionner ou que là il va fonctionner. Non, pas du tout. Et ces vampires en fait veulent totalement garder leur existence secrète pour les humains. Ils ne veulent pas que leur monde se mélange au monde des humains, donc ils vivent parmi nous mais cachés, tout en combattant une entité de la société des éradiqueurs qui ont juré d'éradiquer les vampires. Voilà, ça c'est pour l'intrigue politique, sauf que l'intrigue politique en fait est vachement minimisée pour, dans chaque tome, se concentrer sur un couple qui va se former, en fait, vampire ou métis, etc. Et voilà, donc c'est vraiment une saga de Bitlit, comme on appelle ça, donc avec de la romance et du paranormal. Ça casse pas 3 pattes à un canard, mais comme je vous ai dit, ça distrait. En cette période, ça peut vous empêcher de penser à plein de choses
ultra stressante, et donc oui, pourquoi pas commencer une saga de ce style. Voilà, j'en ai fini avec toutes mes lectures pour le mois de mars au féminin. J'ai fait encore bien d'autres lectures dont je vous parlerai dans d'autres vidéos, mais je vais m'arrêter ici, je pense que la vidéo est déjà assez longue comme ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel a été le dernier livre d'une auteure, d'une autrice que vous avez lu, que je découvre un petit peu de nouveaux noms et que ça me donne des idées. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter, et je vous dis à bientôt. Bye bye!